Eh ben, c'est parti alors. Allez, c'est parti. Du coup, la présentation, on l'a créée à l'origine avec Frédéric Juvot, et on l'a présentée à la Route du Vol. Mais bon, étant donné elle n'avait pas été enregistrée et qu'on a été sollicité, on a proposé de le refaire en visio et de l'enregistrer pour ceux qui ne seront pas là ce soir. La présentation, on va d'abord présenter un petit peu le site de Super Bannière, l'analyse météo, le plan de vol classique depuis ce site. Et on regardera, on va s'appuyer tout au long des explications sur les traces de référence. Euh, donc, pour décrire un petit peu le public de cette présentation, c'est pas forcément les pilotes débutants, etc. Là, dans ce que j'expliquerai, je fais le postulat et les hypothèses que vous êtes un pilote autonome de niveau marron, c'est-à-dire brevet de pilote, entre brevet de pilote et brevet de pilote confirmé, qui sait prendre un thermique et transiter, mais qui n'a pas forcément l'habitude du vol cross dans les Pyrénées. Et donc, on va voir des choses à partir de ce niveau-là. Ça ne vous empêche pas de poser des questions. Donc, présentation très rapide du site. Donc, le site de Super Bannière se présente comme ceci, donc en vue 3D. Donc, on peut monter par les œufs quand ils sont ouverts ou par la route. Depuis l'atterrissage au décollage, c'est environ 27 minutes selon Google. Donc, pour y situer, le nord est là-bas. Donc, le décollage de la chapelle est ici. On peut le fréquenter sur des vents météo de secteur de nord-ouest jusqu'à est, on va dire. Après, en brise, on peut décoller parfois avec de la brise qui arrive sud-est, etc. Mais en termes de vent météo, les secteurs qu'on privilégiera seront ceux-ci. L'atterrissage ici, il est très visible parce que c'est un aérodrome. Alors, bon, pour atterrir, il y a une zone spécifique réservée aux parapentes. Ce qu'on va pas détailler ici, mais si vous connaissez pas le site, vous pouvez vous renseigner en détail, c'est que du fait qu'il y a un aérodrome ici, il y a des règles et des zones attribuées plus ou moins aux pulls, donc aux parapentes, et d'autres réservées plus au fonctionnement des avions et des planeurs, etc. Donc, on va pas rentrer dans le détail. Si vous le connaissez pas, il faut vous rendre, enfin, il faut vous informer avant de voler sur ce site. L'analyse météo, donc, pour voler depuis Super Bannière. Ce qu'on recommande, c'est d'avoir un vent météo faible. Bon, forcément, c'est un peu lié au parapente, ça marche à peu près sur tous les sites, mais bon, là, c'est un peu plus important. Et on va surtout éviter le vent de sud. Donc, ce qu'on dit, c'est que le vol est envisageable par vent de sud s'il est régulier et inférieur à 20 km/h. C'est-à-dire, on va dire s'il est faible et régulier. Il est fortement déconseillé quand le vent de sud est rafaleux sur le décollage de Super Bannière. Et il est absolument à proscrire quand le vent de sud est présent dans les basses couches et en fond de vallée, donc typiquement jusqu'à l'atterrissage. Donc vraiment, bon, ça concerne pas mal tout le secteur nord des Pyrénées, mais par vent de sud, on prend d'énormes précautions. Et donc par vent de sud léger, il y a des pilotes ben, connaisseurs qui peuvent voler, donc on peut l'envisager, mais on le déconseillera fortement au-delà dans certaines conditions de vent de sud. Dans le doute, il vaut mieux s'abstenir quand c'est du sud. Ce qu'il faut savoir en complément, c'est qu'à l'atterrissage, la brise de vallée provient du nord, généralement, et elle peut être très puissante, donc 30 km/h, voire plus, sur les heures les plus chaudes de la journée. Donc on passe assez vite sur ces points-là qui sont vraiment liés au site. Le but, c'est de passer du temps sur les cheminements, etc. Donc avant de nous lancer sur le cross, on va définir notre objectif. La distance du parcours, elle va être intimement liée au temps de vol que l'on a et donc à la vitesse moyenne à laquelle on vole d'habitude. Est-ce qu'on va vouloir faire un parcours en triangle, donc parcours bouclé? On va revenir là-dessus parce que c'est un des points forts du site de Super Bannière. Parce qu'effectivement, Luchon, ça a plusieurs avantages. On peut décoller tôt au beau jour. C'est-à-dire que sur les crosses que j'ai analysées, les différentes traces, dès 10-11 heures, ça décolle et ça sort des plafonds. Les faces est sont actives et on verra que proche du décollage, on a des faces est qui sont très accessibles.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des faces ouest qui permettent de boucler des parcours ou d'agrandir le vol. C'est-à-dire que ben, si on veut revenir de Saint-Lary vers Luchon, on a des faces ouest qui fonctionnent. Donc même en soirée, on peut revenir jusqu'à Luchon en volant. Ce qui n'est pas vrai sur d'autres sites plus délicats. L'exemple, et ce que j'appelle le triangle classique, ça ne veut pas dire que c'est un triangle facile, mais c'est un triangle qu'on voit beaucoup sur les traces. Et c'est celui sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui. C'est donc départ Luchon, point de contournement à l'Arbizon, point de contournement suivant au Burat, et retour à Luchon. Donc si ces noms-là vous disent rien, c'est pas grave, parce qu'on va détailler vraiment tous les cheminements qui nous amènent à chacun de ces points-là. Le but, c'est pas forcément de s'adresser à quelqu'un qui connaît parfaitement les Pyrénées, mais justement de détailler ce parcours-là pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout. On va prendre néanmoins des précautions, et donc bon là je fais confiance à chacun pour ajuster son niveau de pilotage, etc. Mais donc l'analyse des vols et des différentes traces nécessite de connaître les conditions météorologiques ce jour-là. Parce qu'effectivement, les jours où les gens font 4000, ben, il y a peut-être eu des conditions, il y a peut-être eu du sud, il y a peut-être eu des gros nuages, des cunèmes, etc. Donc il faut aussi prendre en compte que enfin, certains éléments météo qu'on ne peut pas voir sur une trace, essayer de les trouver. Avant de vous lancer sur un vol, essayez de vérifier que vous avez le niveau nécessaire, le matériel adéquat et une météo convenable. Donc là, clairement, ça c'est à chacun de vérifier tout ça. Et moi, je vous invite à rien du tout de plus que de vérifier tout ça avant de vous lancer sur un parcours de ce type. Dans la présentation que l'on va voir, on va vous donner des conseils génériques, mais vraiment chacun, quand vous êtes au décollage ou sous votre aile, prenez la décision la plus sécurisée possible. Donc s'il ne faut pas voler, ne volez pas. Et s'il est temps d'aller atterrir pour une raison quelconque, ben, allez atterrir. Ce que je dis, ça marche quand tout est beau, tout est vert, les petits oiseaux chantent, mais effectivement, il peut y avoir des turbulences, etc., qui rajoutent de la difficulté, disons. Et donc chacun doit prendre sa propre décision. Attention au vol sous le vent, donc ça marche encore une fois à tous les coups, mais en règle générale, sur le secteur dans lequel on va voler, les faces sud, elles vont être sous le vent de la brise qui provient du nord. Donc l'échange pleine montagne, etc., sur le secteur, elle va souvent venir du nord. Donc toutes les faces sud, elles vont être bien éclairées, bien chaudes, mais elles vont être sous le vent. Donc essayez de les éviter. Dans la suite, on va vous donner des altitudes de référence en disant, voilà, quand vous êtes au Céciré à telle altitude, vous pouvez transiter. Attention parce que, encore une fois, c'est données indicatives pour donner des exemples et vous situer, pour donner des bases à des gens qui n'ont jamais fait cette transition-là. Elles fonctionnent, on va dire, à 99%, mais pour quelqu'un qui a une zéno. Donc, si vous avez une aile d'une classe inférieure, donc qui vole un petit peu moins bien, on n'hésite pas à se rajouter des mètres au-dessus de ces altitudes avant de transiter. Nous, c'est vraiment, on a donné des minimums à se garder en tête. Prendre quelques centaines de mètres de marge sera un plus pour vous. Ça, c'est une petite carte qui apparaît sur le panneau au décollage de Super Bannière et à l'atterrissage aussi, je crois. Donc, pour vous situer, on a le décollage qui est ici, l'atterrissage qui va être dans cette zone là. Et, Non, tu l'as et au-dessus, au niveau de la manche à air, Thibaut. ah ouais, je crois que je dis n'importe quoi en fait. Oui, au-dessus de la grosse flèche bleue, je pense. Latéraux, il est là. Exact, exact. Autant pour moi, j'étais en train de chercher le sens de cette carte. Mais ok, l'atterrissage est exactement ici. Et donc là, on voit que sur cette carte qu'on a des zones de déclenchement thermique probables. Et on va éclaircir ça dans les vues suivantes, vous en faites pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la brise arrive du nord ici, et elle est marquée, donc suivant cette grande flèche bleue, qu'elle va remonter ici le long des faces de Super Bannière, et elle remonte légèrement aussi sur les faces ouest. On en parlera dans la suite. Donc décollage de la chapelle, si j'avais juste fait défiler.
À savoir, on va revenir un petit peu dessus, qu'il y a un décollage alternatif, crête de l'Espone. Donc la crête qui est là, qui est en fait entre Super Bagnères et le sommet du pic du Ciciré, on a un décollage alternatif. Donc on va expliquer dans la suite quelles sont les contraintes liées à ce décollage-là. Donc ça, c'est une autre vue du décollage de La Chapelle. Le décollage alternatif de l'Espone, il est ici. Donc pour y accéder, il faut en fait se garer par ici et marcher le long de la crête. Il a des points positifs, c'est que dû à son orientation, en fait là, on va dire que le nord est à droite, c'est une face sud-est. Une face sud-est, donc elle va prendre le soleil, chauffer tôt, et donc le décollage, il peut parfois se faire un peu plus tôt à l'Espone qu'à La Chapelle. Enfin, souvent c'est à la même heure, mais en tout cas avec des probabilités de sortir en thermique plus élevées. Donc c'est pas forcément pour gagner du temps, mais c'est plus rare qu'on ne sorte pas, alors qu'à La Chapelle, si on est vraiment entre deux cycles, c'est arrivé qu'on fasse un plomb, tout simplement, alors que ça sortait à l'Espone. En revanche, il y a des préconisations à avoir. Déjà, c'est un décollage qui est technique, parce que ben, c'est pas un terrain entretenu, tondu, etc. C'est une crête. Par sa topographie, il fonctionne bien quand on a de la brise de sud, mais dès que la brise de nord se met en place, donc après 11h30 du matin, eh ben, voilà, c'est une zone où on a des dusts, en fait, parce qu'on a la brise de sud qui alimente cette face sud, et quand la brise de nord ben, arrive sur cette crête, ben, c'est un coup face, un coup cul, un coup face, un coup cul, un coup un dust. Donc, la crête de l'Espone, elle sera réservée pour ces raisons-là des pilotes qui savent très bien décoller. Et ensuite, elle est réservée aussi aux pilotes qui vont faire un cross. C'est pas fait pour faire du vol balistique ou du petit thermique gentil. Pour ça, on restera sur La Chapelle. En fait, pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Il y a une petite explication dans la suite. Donc, si on décolle à La Chapelle, il y a deux zones de sortie qui sont matérialisées et matérialisables ici. Donc, il y en a une près de la piste record. On voit que c'est une face ici voilà, qui expose un petit secteur est. Et ici, on a une belle combe également orientée est. Donc ça, c'est vraiment les deux thermiques possibles en sortie quand on a décollé de La Chapelle. Ça, c'est la première base. Ce qu'il faut savoir dans la suite, c'est que toute cette crête-là, comme je l'ai expliqué, elle est bien exposée et elle va générer du thermique. Donc vous comprenez sur ce schéma que le décollage de la crête de l'Espone, finalement, il va être très intéressant pour nous. Décoller directement, soit dans un thermique, soit à proximité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de La Chapelle, si pour une raison quelconque, je ne sors pas en thermique, je rejoins l'atterrissage. J'allais dire facilement, mais bon, ça dépend de la brise encore. Faut pas perdre trop de gaz devant le déco. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rejoindra l'atterrissage si on respecte un plan de vol cohérent. En revanche, en décollant de l'Espone, si je ne sors pas en thermique, pour une raison X, je rejoins très difficilement l'atterrissage de l'aérodrome. Ça veut dire voler près des pentes et essayer de faire le tour de la montagne, ou ça veut dire se vacher dans une vallée bon, il y a de quoi poser, mais elle est délicate, et il y a une ligne électrique dans cette vallée qui est enfin, assez haute en altitude. C'est pas dessiné ici, mais c'est une contrainte dont il faut avoir conscience. Donc, tout ça pour dire que le décollage de l'Espone, il est réservé à des pilotes qui veulent faire du cross et qui ont le niveau de faire du cross. Je ne sais pas s'il y a eu des questions jusqu'ici. Moi, je continue. Non, non, il n'y en a pas eu, Thibaut, tu peux continuer. Ouais. Très bien. Je me rassure, je me disais, est-ce que les gens m'entendent? Donc, bon, j'ai réécrit tout ça. Donc, décollage de l'Espone, il n'est pas officiel FFVL. On va le réserver aux pilotes expérimentés pour le cross exclusivement. Et donc, il faudra faire attention si la brise de nord commence à arriver. C'est pas grave, on retourne à pied à La Chapelle et on décolle face au nord. Donc la journée n'est pas fichue. Des fois, il vaut mieux replier, aller décoller à La Chapelle que se faire prendre par un dust. Allez, on va être embarqué en vol maintenant avec Frédéric Juvot
et voir un petit peu les zones thermiques et les différentes transitions qui s'offrent à nous quand on décolle de super bannière. Donc, le début du vol, typiquement, on va exploiter les faces est pour des raisons que vous connaissez et qu'on ne va pas détailler. Donc, les déplacements généralement au décollage de super bannière, c'est de partir vers l'ouest pour passer d'une crête face est à une autre face est au plus simple. Donc, on va voir ici, on a le décollage de super bannière qui est ici. On a le pic du Céciré qui est très caractéristique et très connu des crosseurs locaux. Et donc, on a la crête de l'Espone qui est celle-ci finalement. Et donc, on devine bien que les gens qui ont décollé à la Chapelle, leur premier objectif, c'est de transiter le long de cette crête de l'Espone, soit en prenant des thermiques intermédiaires, comme on peut le voir, soit en faisant une transition directement comme le pilote en jaune, qui va rechercher son prochain thermique dans la zone Céciré. Donc ici, j'ai fait les petites, voilà, pour vous expliquer un petit peu la légende. Donc c'est une zone athermique, donc il y a une petite flèche verte. L'altitude de référence, c'est 2500 mètres avant de transiter vers la suite. C'est comme ça que je l'exprime. C'est-à-dire que le but du jeu, si j'arrive en dessous de cette altitude, c'est de prendre de l'altitude pour être au-dessus de 2005. Et 2005, c'est si j'ai une zéno. Je reviens là-dessus. Donc s'il y a 3000 ce jour-là, faites 3000. Donc, après le décollage et la première sortie en thermique, on va se rapprocher du pic du Céciré. Donc, c'est ce qu'a fait Fred Juvau ce jour-là. Le pic du Céciré, il est juste ici. Et il est venu donc vertical de cette crête pour sortir en thermique et arriver au-dessus du Céciré. Quand on est au pic du Céciré ici, ça, c'est à peu près la vue que vous aurez. Bon, là, on est très haut, mais bon, vous aurez une vue qui ressemblera à ça. On peut partir, on peut transiter si on est au-dessus de 2500 mètres. Enfin, vous pouvez transiter avec moins, mais les risques de ne pas raccrocher sont plus grands, et donc les risques d'abréger le cross sont plus élevés. Pour visualiser, on a Peyragudes qui est ici, et Val-Louron qui est là. Donc, un nom à connaître, ou en tout cas à bien visualiser, c'est la crête des 6 pics. On entendra beaucoup parler donc, quand vous discuterez avec les crosseurs. La crête des 6 pics, elle fonctionne très bien. Et du coup, sa face est-sud-est ici, elle fonctionne bien dès le matin. Donc c'est une zone que dans notre cheminement que l'on va prioriser. Elle va générer du thermique et donc ça va nous permettre d'attaquer de remonter et d'attaquer la crête des 6 pics. De ce point du Céciré, donc on peut faire soit cette transition-là, mais il y a aussi des zones ici et ici qui fonctionnent de la même manière. La crête des 6 pics, c'est la plus accessible et la plus simple, et en bas, ça pose, etc. Donc, c'est la plus simple. Si les plafonds sont plus hauts ou s'il y a une autre raison, des nuages, etc., il y a d'autres faces ici et ici qui fonctionnent aussi très bien et qui génèrent du thermique. C'est des alternatives. Donc, on a d'autres choix de transition. Ça, c'est la vue quand vous transiterez et que vous regarderez sur votre gauche, direction plein sud, on a le lac d'eau qui est là. Donc, on voit que Fred Juvau, il est parti du Céciré ici, et dès qu'il est arrivé à la crête des 6 pics, il a touché le thermique et il reprend de l'altitude. Donc là, le plan est respecté à la lettre. Tac. Donc, on va se resituer. On a décollé ici à droite, on a fait le Céciré, et on voit. Alors là, j'ai pris des traces, c'était pas pour. J'ai pris des traces assez aléatoires, mais elles passent toutes par la crête des 6 pics. Donc, c'est le point que je montre ici. Donc, on a fait 2500 mètres au Céciré, on transite vers les 6 pics, on raccroche dans cette zone avant de partir pour la suite. N'hésitez pas s'il y a des questions. Oui, il y en a une. Il y a Thomas qui posait savoir, parce que là tu parles d'altitude donc pour ta zéno, savoir combien qu'il faut majorer pour descendre en catégorie si on part avec une B par exemple. Moi je serais tenté de dire s'il y a 3000 de plaf, tu fais le plein et tu transites. Plus tu auras de plein, plus ça sera facile. Voilà, ça c'est la même réponse que j'apporterai pour ne pas donner de chiffres, c'est faites le plafond max avant de transiter. Et la première fois que vous allez le faire, faites-le à 3000.
la fois suivante à 2008, puis à 2007, puis à 2006, et puis vous verrez, il y a un jour où ça passera pas. Mais il y a un jour où vous partirez à 2004 et vous allez passer, et un autre jour vous partirez à 2006, vous n'allez pas passer. Donc c'est pour ça que c'est difficile de donner des chiffres. Si je rajoute 15 km/h d'est, enfin vent météo, ça va être plus rapide cette transition-là. Si je rajoute du nord-ouest, même faible, à 5-10, ben, ça peut rendre compliqué les choses et donc de donner ces altitudes-là. Si vous rajoutez 100 mètres, déjà 100 mètres sur une transition voilà, de cette distance-là, c'est déjà enfin, confort. Ça compensera les différences de performance entre les deux ailes, entre une catégorie B, C, D, enfin, on va dire, environ. Mais bon, c'est difficile de donner des chiffres exacts. Mais en gros, si j'étais à votre place, en dessous de 2005, je partirais pas plus loin. Non, mais comme tu le disais, après, c'est très relatif avec le vent, puisque avec du vent de face, ça dégrade d'autant la finesse sol, quoi. Donc, alors qu'à 2003, sous une rangée de cumes, ben, ça ne me posera pas de problème de partir et d'attaquer ces transitions où on a des points d'aboutissement qui sont très bien définis et très bien matérialisés par la topographie. C'est surtout ça qu'il faut voir. Si je vois des vautours qui sortent au point de raccrochage, je réajuste mon plan de vol complètement et si je peux arriver à leur altitude, ben, je peux me donner le droit de partir avant mes conseils. Là, je vous donne des conseils. Si le ciel est bleu, vous voyez rien, ben, on essaye de faire ça, quoi. il y avait une main levée là dans les participants. Alors, c'est les initiales. Il y a ML, je ne sais pas qui c'est, mais soit il peut ouvrir son micro, soit il pose la question dans le fil de conversation. Continue au cas où c'est une erreur et on Ouais. verra si je m'arrêterai. Donc, une Vas-y. fois qu'on a raccroché les 6 pics, la suite du vol, elle va être vers le Cap de Pal. Le Cap de Pal, c'est le sommet de la station de Peyragudes, tout simplement. Et c'est un point qui donne aussi pas mal en thermique. Donc, au Cap de Pal, avant de faire une transition qui sera un peu plus longue, on essaiera d'aller chercher les 2600 mètres minimum. Normalement, à partir du moment où on a fait 2005 au Cessiré, vu qu'il s'est passé quelques minutes, au moins 20 minutes, le temps d'arriver au Cap de Pal, les plafonds ont eu le temps de monter, etc. Donc, il y a toutes les chances qu'on fasse 2006 Cap de Pal. Donc ici, on a fait 2006 au Cap de Pal, et Fred Juvot, il transite, on voit le lac de Génos-Loudanviel, et là, il est en train d'arriver au-dessus du déco du 700. Donc, déco de Val-d'Oron qui est là. Donc la transition s'est faite comme ceci. On a le lac de Loudanviel qui est là. Donc ça, c'est la vue que vous aurez comme vous serez au plafond au Cap de Pal. Donc pour vous situer, donc on a fait 2006 au Cap de Pal. On a le déco de Val-d'Oron en visu. C'est une zone athermique. Donc vous connaissez le site de Val-d'Oron. Donc toute cette zone-là et ici, c'est des zones qui fonctionnent, surtout si on arrive au-dessus. Mais on Ouais, voilà. a... J'allais dire, Pardon. après, avec des ailes moins perf pas forcément avec l'objectif d'aller vers l'Arbizon, tu peux cibler la station de Val-d'Oron et je vois que tu as mis le thermique juste après. Exactement. Donc, Voilà, on a mis des zones intermédiaires, ce qui vous feront des transitions plus courtes sur des zones qui fonctionneront aussi parce qu'elles sont aussi exposées est. Donc là, l'objectif numéro 1, c'est le déco de Val-d'Oron si on est assez haut, parce que c'est le chemin le plus court vers la suite. Mais si on n'est pas pressé et qu'on veut assurer, on peut aller faire un thermique intermédiaire sur ces zones-là et ensuite cheminer jusqu'au déco de Val-d'Oron pour faire la suite. Donc on va voir que ici, fantastique, les traces que j'ai regardées, à partir du moment où ils sont passés au Cap de Pal, ils ont tous fait un grand tout droit jusqu'à la zone de décollage de Val-d'Oron où ils ont trouvé du thermique. Mais voilà, dans ces zones-là qui sont exposées est, on a aussi moyen de raccourcir la transition et faire un thermique intermédiaire. Déco de Val-d'Oron ici, et les transitions se font comme ceci. Au déco de Val-d'Oron, on va essayer une nouvelle fois de faire un plafond à 2600 mètres. Donc, si on est à 2600 mètres au-dessus de Val-d'Oron, enfin du décollage de Val-d'Oron, on a cette vue si on regarde vers l'ouest, avec ce qu'on appelle la face des Granges ici. Ce qu'il faut noter, c'est que la vallée de Saint-Lary, elle est alimentée par une belle brise de nord, donc qui va arriver de la droite. Donc, il faut en tenir compte dans notre plan de vol. On a l'Arbizon qui est là. Donc, l'Arbizon, c'est la montagne qui est là, qui est bien matérialisée.
et qui sera l'une des pointes de notre triangle prévu. L'Arbizon, il nous propose une belle face est ici. Donc normalement, on est encore, à l'heure où on arrive ici, les faces est sont encore allumées. Et donc, c'est une zone que l'on va viser. Elle va générer du pont thermique. Elle a une arête en fait qui est caractéristique ici. Il descend, on va dire, sud-est. Et c'est une vraie frontière parce que on va s'autoriser d'évoluer à droite de cette frontière parce que c'est une face est, voire à un moment nord-est. Alors qu'à gauche de cette frontière, on va passer sur la face sud de l'Arbizon. Et on va dire 2 mots de la face sud de l'Arbizon tout à l'heure. Maintenant, en fait. Voilà, ça c'est une zone que je vais vous interdire. Non, en vrai, il faut vraiment s'interdire cette zone. Elle est malsaine. C'est une face sud qui est reconnue pour son aérologie très 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 tonique et éventuellement ses accidents. Donc, on va pas aller chercher du thermique sur la face sud de l'Arbizon, s'il vous plaît. On va respecter un plan de vol qui nous fait évoluer sur les faces est, voire nord-est ou nord, mais pas les faces sud de l'Arbizon, s'il vous plaît. L'avantage de la face est, c'est que si jamais les pilotes ils descendent un peu, on peut trouver de l'appui dynamique avec la brise, quoi. Complètement, parce que la brise, effectivement, que j'ai dessinée. Alors que dans le carré, on va être sous le vent de la brise et ça peut encore accentuer la situation à risque. Exactement. Donc ici, les Granges, c'est une crête qui est là, qui est exposée aussi de manière intéressante pour nous le matin notamment, parce que ça va présenter un joli collecteur. Il est légèrement peut-être sous le vent de la brise, mais on va dire que si c'est le matin, la brise ne va pas être encore trop présente. Et si on arrive au-dessus de la crête, on ne sera pas dans une zone sous le vent, mais néanmoins, ça va générer de jolis thermiques. Donc si on est à 2006 à Val-d'Oron, on va pouvoir entamer notre transition vers l'Arbizon. Et c'est là où, suivant notre finesse et comment on s'est débrouillé, soit un arrêt intermédiaire sur la crête des Granges sera nécessaire pour prendre du gaz et finir notre transition, soit on pourrait y aller directement. On voit un peu les deux versions suivant les traces. Et donc on peut aller chercher ces thermiques-là. Tu peux même aussi, si je me permets, depuis Val-d'Oron, depuis le 700, monter longer la crête en nord, enfin en direction du nord. Ah oui, à droite ici. Pour monter jusqu'à à peu près au niveau d'Avajan. Et là, après, tu peux partir plein ouest pour une transition qui est un peu plus courte pour aller récupérer la crête des Granges. Effectivement. On le verra peut-être en vue de dessus tout à l'heure. Ça dépend si on est dans une logique de performance de vitesse ou d'assurer les transitions et les plafonds. Tout à fait. Une autre alternative que je ne présente pas en détail, mais la station de Saint-Lary, elle offre aussi une face et la brise remonte le long de la pente ici et on peut y trouver du thermique et aller attaquer la crête qu'on voit là-bas. Donc ça, c'est une possibilité qu'on peut se donner. Il faut savoir adapter notre plan de vol aux conditions, aux nuages, etc. Donc en vue de dessus, ça va donner ça. Donc ici, on a le décollage de Loudanvielle, là où je pointe la souris. Et l'option, donc voilà, proposée sur mes traces, elles vont soit directement à l'Arbizon, soit elles vont à l'Arbizon avec quelques tours dans le thermique, comme on le voit en violet ou en jaune. Soit il y a le pilote bleu qui allait sur les thermiques des Granges et lui qui s'est dit qu'il allait faire demi-tour ici pour d'excellentes raisons, j'en suis sûr. Et donc ce que Seb nous disait, c'est que là, si je pointe ma souris, si on monte plein nord sur cette crête, la crête de Val-d'Oron, elle doit fonctionner normalement. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça rapproche par rapport à la pointe ici des crêtes des Granges, la transition sera plus courte si je vais d'ici à là que si je pars d'ici à là-bas. Donc, dans le but de raccourcir cette transition et de la faciliter, c'est une option que l'on a dans notre boîte à outils. Et c'est un parcours un peu classique quand on part du 700 le Val-d'Oron. Souvent, le début du vol, on le fait en nord sur la crête avant de redescendre vers la station de Val-d'Oron. Donc, c'est quelque chose qui est connu par les pilotes, quoi. Exact. Donc, la transition ici jusqu'à l'Arbizon ou transition intermédiaire jusqu'à la crête des Granges. Donc, ce qu'on voit, c'est que Fred Juvot, il est allé sur la face est de l'Arbizon et il remonte le long de l'arête.
et donc il passe à aucun moment sur la face sud que l'on a ici. Donc, un cross, un triangle ou un aller-retour, ça passe par un moment où on va faire demi-tour, forcément. Donc, la décision de quand est-ce que je fais demi-tour, elle doit être prise suivant certains facteurs. Ça va être suivant le plafond du jour, parce que, ben voilà, si le plafond est très haut, souvent on est allé très vite jusqu'à l'Arbizon, et voilà, on a peut-être envie d'aller plus loin. Si, en fonction du vent météo, de sa force et de sa direction, on va pouvoir dire je pousse un peu plus loin ou je fais demi-tour avant, parce que voilà, si on met du vent d'est, on comprend bien que là, le retour jusqu'à Luchon, il va être compliqué. Donc peut-être qu'on ne va pas dépasser Val-Lauron, on va faire demi-tour à Val-Lauron et pas aller jusqu'à l'Arbizon. En fonction de l'heure de la journée, parce que comme vous le savez, les faces est et ouest, elles ne sont pas actives exactement au même moment, et à 14 h, ben, sur les faces est, ça va commencer à être poussif. Donc le moment de la journée où on fait demi-tour, il va falloir l'adapter par rapport à ça. Typiquement, si je décolle à Super Bagnères, que je vais à la crête des Sipics et que je fais demi-tour, si c'est encore 10h30 du matin ou 11h, la face ouest du Céciré, peut-être que ça va être difficile. Donc des fois, il est intéressant de patienter tout simplement avant de faire demi-tour pour attendre que les faces ouest s'activent. Et des fois, il ne faut pas aller trop loin le matin parce qu'il faut s'assurer le retour sur les faces ouest. Donc, il faut se donner le droit de raccourcir le vol qu'on a prévu, de l'allonger en reculant donc le point de demi-tour, et donc de faire évoluer la troisième pointe du triangle. Parce que pour le moment, on a fait Super Bagnères, on a dit on va à l'Arbizon, et il y a un troisième point. Donc pour le moment, on avait en tête le Burat, mais il peut évoluer à l'est, donc à l'est de Super Bagnères. Il peut évoluer en Espagne, si on va au sud de la crête frontière, ou il peut évoluer au nord, pourquoi pas aller chercher le Cagir ou Arbas, pourquoi pas. Donc voilà, vraiment, le moment du demi-tour, il faut que chaque pilote prenne conscience de ces informations-là, du temps qu'on a mis pour arriver là, et calculer le temps qu'on va mettre pour revenir, qui sera rarement beaucoup plus court. Enfin, il n'y a pas beaucoup de raisons qui font que le plafond entre 14 h et 18 h, il augmente énormément. Donc pour le retour, si vous faites 2008 à l'Arbizon, c'est vraiment un secteur où, dans une journée de cross, c'est souvent le plafond max. Enfin, si vous êtes bon et patient dans le thermique à l'Arbizon, c'est là où vous ferez le plafond max du jour. Donc si vous faites 2008, un retour en direct peut se faire jusqu'au décollage du 700 de Val-Louron. 2008, c'est l'altitude de l'Arbizon, pour info. C'est vrai, je ne savais pas. Donc, bonne info. Donc, si vous êtes au-dessus du sommet, vous avez toutes les chances que votre vol puisse se poursuivre. Encore une fois, s'il y a 3002, faites 3002. Si les plafonds du jour sont en dessous de ça, l'arrêt sur la crête des Granges, elle vous permet de raccourcir la transition et d'ici à 2007, ça c'est censé passer également. Donc ça, c'est la vue que vous avez si vous êtes sur le retour vers Luchon. Donc on regarde vers l'est et vers Val-Louron. Et donc là, je suis crête des Granges. Donc il y a forcément la technique magique où je suis tellement haut que j'arrive directement au-dessus du décollage de Val-Louron. Là, magnifique, on poursuit le vol, il y a très peu de tactique. Maintenant, si on a du mal à arriver au-dessus, il faut savoir où se placer. Ici, on a une crête qui tourne un petit peu, qui fonctionne si on arrive au-dessus, et qui va générer du thermique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la brise, donc on l'a expliqué, elle va arriver du nord, et donc elle peut être assez forte dans la vallée de Saint-Lary. Donc ici, on aura du thermique si on arrive suffisamment haut, et donc la transition la plus simple, enfin si vous avez la capacité, c'est d'aller chercher ce thermique-là sur cette arête. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la brise ici, elle va créer du dynamique sur cette face-là. Et ça fait comme un petit peu un cirque. Donc sur ce cirque, il y a deux thermiques matérialisés qui sont les deux extrémités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de thermique au milieu, c'est-à-dire que sur les traces observées, ça sort souvent à droite ou à gauche.
c'est là où ça sort le plus souvent. Ce coin-là, on l'appelle la ratière, parce qu'on peut y passer des heures. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, on peut y passer des heures à faire des 8 avant d'en sortir. Mais néanmoins, sur un retour vers Val-Louron, c'est là qu'il faut aller, et pas ailleurs. Il y a une autre option de retour qui n'est pas présentée dans ce PowerPoint. C'est par le décollage de Hens, qui est à droite sur ma photo. Je ne sais pas si je l'aurai sur une autre vue. Et en passant sur les peignes suivants, en thermodynamique, on peut arriver à repasser le col d'Azette. Mais voilà, c'est des conditions spécifiques et qui sont pas caractéristiques. Là, ce que je voulais vous présenter, c'était quand les conditions météo sont normales. Donc, j'ai réussi à sortir de la ratière, à reprendre de l'altitude au-dessus du décollage de Val-Louron à 2600 mètres. Ici, je vais avoir deux grandes options pour faire un retour vers Luchon. Donc ici, j'ai dessiné la brise, donc vous connaissez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la brise, donc elle va remonter sur les faces ouest, voilà, parce que là, on est sur le retour, il est passé 14 heures, etc. On a une zone qui fonctionne, c'est le réseau d'altitude, la zone voilà, de la station, que l'on connaît, et qui est un plan, voilà, un très bon plan de retour. En fait, c'est le chemin inverse de l'allée, à l'identique. Il y a une deuxième option qu'on va appeler le retour par le nord, c'est-à-dire c'est de rejoindre les crêtes qui sont au nord de notre trajet aller. Et donc, c'est toutes ces faces ouest, à partir du moment où elles sont actives, c'est souvent matérialisé par une belle ligne de cumulus qui va du Cap de Pal, ici, jusqu'au pic du Lion. Vous remarquerez, c'est superbe. Une ligne de cumulus, là, qui fait au-dessus de la crête, tout le long, et qui matérialise donc que les faces ouest, ici, sont actives. Et ça va nous donner une option de retour par le nord. Donc ici, on est en vue de dessus. On a les deux types de traces. Donc, depuis le déco de Val-Louron, on a pris 2600 mètres. On a les pilotes qui vont reprendre le chemin inverse par le sud. Enfin, un parcours qu'on va détailler. Et d'autres pilotes qui font un retour par le nord. Alors, c'est pas le même jour, hein, toutes les traces que je montre. C'est des jours totalement différents, on a des pilotes différents et à des époques de l'année différentes. Donc, par le nord, on matérialise ces flèches jaunes et on va aller regarder en détail, effectivement, ce retour. Il y a un troisième retour qui peut être utile en cas de plafond bas, parce que on va dire que c'est un retour plus par les hauts reliefs, et il a la particularité d'être en appui sur des reliefs qui sont plus hauts, et donc le plafond du jour sera le meilleur dans cette zone-là. Donc quand c'est limite pour faire le retour, c'est parfois par là qu'on peut le faire. Juste pour revenir, si tu peux revenir sur comme tout à l'heure, tu as interdit les faces sud de l'Arbizon, il faut aussi interdire la face sud du Val d'Aube, là, qui est juste en dessous du. Effectivement. Il me semble que j'ai une slide qui le montre en détail quand on va détailler le retour vert. Mais tu fais très très bien de le dire. De mémoire, j'ai une slide qui le détaille, sinon on passera du temps là-dessus. Donc là, je vais vous détailler donc les différentes options de retour. Donc retour par le nord, qui n'est pas le plus courant, mais c'est aussi bien de changer des habitudes, et c'est aussi très joli. Donc c'est ce retour qui est là. Donc un exemple de petit cumulus matérialisé sur la face ouest, là-bas. C'est un peu le pur hasard, mais... Et donc, on a un pilote qui est en transition vers les faces ouest. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va aller chercher les crêtes, alors du Pouilloé, où il y a chaque montagne a un nom ici, donc bon, c'est assez compliqué de mettre un nom fixe, mais les crêtes du Pouilloé, pour aujourd'hui, ce sera très bien. Ici. Ensuite, on a la montagne d'Espio qui est là. Et enfin, la crête d'Antenac. Donc, le but du jeu, ce sera de rejoindre ces crêtes et de s'appuyer sur les faces ouest pour faire du thermique et passer d'une crête à une autre. Donc, c'est le retour vers Luchon. Il y a un autre pilote qui va chercher un peu plus au nord, notamment du pic du Lion.
au niveau du pic du Lion, mais ça reste sur la même démarche. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que donc la brise de nord que l'on fréquente dans la vallée de Luchon, elle remonte aussi au port de Balès, le col emblématique du Tour de France qui est là. Et donc il y a un phénomène ici, la brise de nord, elle dégueule dans la vallée de Bourdouey. Bourdouey, c'est le village qui est là. Et donc cette vallée, qui est la vallée d'Ouey, c'est une zone qui est pas favorable au parapente. Vous verrez très peu de traces de cross qui s'aventurent bas dans ces zones-là, ces zones qui ne fonctionnent pas, tout simplement, et ça tombe du ciel. Donc nous, on va s'attacher à rester vraiment sur la crête qui est là, et à pas s'engager dans la vallée d'Ouey. Donc brise de nord, descendante, très défavorable. Ça, c'est la vue que vous aurez. On voit qu'il y a Luchon au fond, là-bas, pour vous situer, et Super Bagnères un petit peu sur la droite. Donc cette crête-là, elle va générer du thermique, et notre but, ça va être de jouer à saute-mouton, donc sur ces crêtes-là, pour aller rejoindre une zone caractéristique. On le voit un petit peu sur la vue précédente. Le relief ici, il rebique en fait. Il fait une zone protégée. Donc on a la brise de nord qui dégueule de la vallée d'Ouey. Donc tout ça, c'est des zones pas terribles à fréquenter. Mais ici, on est à l'abri. Cette combe-là, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est une zone typique où on est à l'abri et où ça fonctionne en thermique. Donc c'est la zone que je matérialise ici par un carré qui est un très bon collecteur. Et une bonne zone thermique. Donc ici, je vous remets la brise qui est très défavorable et la brise qui descend dans la vallée d'Ouey. Donc ça, c'est la visu de la carte que l'on regardait tout à l'heure. Donc on a Bagnères de Luchon ici avec l'atterrissage. Et la zone qu'on va aller chercher, voilà, c'est le cap de Salières. C'est cette zone-là qui fonctionne en thermique et qu'on va aller essayer de chercher. Donc ici, si on est revenu ici, on fait du gaz, on n'a plus qu'à sauter cette crête pour être au-dessus de l'atterrissage. Et on est revenu à Luchon. Donc tout ça, forcément, ça fonctionne mieux si on est haut au-dessus des crêtes et pas si on est en dessous des pelouses et qu'on est obligé de se jeter bas sous le cap de Salières. Forcément, c'est un peu plus délicat. Donc plus vous aurez de marche, plus ce sera simple. Il y a un autre retour qui se fait donc par le sud et c'est le chemin que l'on a pris à l'aller. Donc tic, tac. Donc ça, c'est la vue que vous aurez quand vous êtes en transition depuis le site de Val-Louron vers le Cap de Pal. À savoir que la brise, elle va s'exprimer ici et remonter sur les pentes du resto d'altitude. Ça va générer un bon thermique et un bon plafond au Cap de Pal. Ça, on en a déjà parlé. Ici, on a une crête caractéristique, qui est bien visible, qui va matérialiser donc ce que nous disait Seb tout à l'heure, le Val d'Aube. Et en fait, c'est une face sud ici. Et ce qu'on peut deviner, c'est que la brise qui va remonter en bleu ici, dès qu'elle va franchir cette crête, derrière, c'est une machine à laver. Ça peut être atomique, c'est très défavorable. Et en plus, il n'y a aucun intérêt d'y aller. Donc, on va vous interdire et vous déconseiller en tout cas fortement de voir dans cette zone. Donc nous, on va vraiment rester sur ce triangle-là, le grand triangle dans lequel on va pouvoir évoluer. Donc là, on voit la crête dont je parlais, le Val d'Esquéry à droite, le Val d'Aube à droite, pardon, et la station de Peyragudes qui est sur la gauche et qui sera la zone dans laquelle que l'on va cibler. Oui, il faut viser la crête que tu avais en pointillé là, et puis en thermodynamique, après ça remonte pour aller retrouver le thermique tout en haut là au Cap de Pal. Ouais. Exactement. N'hésitez pas s'il y a des questions, encore une fois, parce que j'avance vite, parce que moi je connais forcément, mais s'il y a des questions... Dans le fil de discussion, il n'y en a pas. Donc... Magnifique. C'est que c'est clair. Ou les gens ont faim peut-être. Ok. Du coup, retour vers Luchon. Donc ça, c'est une trace caractéristique avec la transition qui a été faite depuis le site de Val-Louron jusqu'à la zone de resto d'altitude. Alors on voit que dans le thermique, la dérive, elle pousse légèrement
côté Val d'Aube, mais là, il faut s'imaginer que c'est une trace qui est à 2005, 2006, 2007. Donc, il n'est pas dans le Val d'Aube, il est largement au-dessus de tout ça. Et on rejoint donc le Cap de Pal, point caractéristique qui est ici. Ici, on l'avait pas dit jusqu'à maintenant, c'est le Mont Ségu. C'est voilà, une montagne caractéristique. Des fois, les plafonds sont aussi très bons par rapport au Cap de Pal, donc essayez les deux si jamais vous avez un doute. Donc thermique au Cap de Pal, transition au Mont Ségu, thermique. C'est magnifique, il y a du thermique partout aujourd'hui. Et là, donc, on a la crête des Six Pics, si vous vous en rappelez. Et la crête des Six Pics, c'est une très bonne rampe de lancement sur le retour qui va nous rapprocher et nous raccourcir la transition suivante. Donc, au bout de la crête des Six Pics, on a un point caractéristique et on va essayer d'obtenir une altitude supérieure à 2500 mètres. Ça, c'est la vue que l'on a quand on est au bout de la crête des Six Pics, au-dessus de 2500 mètres. On aura le pic de Céciré, donc qui est lui, je crois. Et ça va nous donner voilà, une zone qui est exposée sud-ouest. Forcément, l'heure passant, on ne cherche plus les faces est, vous l'avez compris, on va chercher les faces est, sud-ouest. Et cette belle zone-là, alors elle est plus large que ce que j'ai dessiné, hein, mais en tout cas, elle va générer du thermique sur toute cette arête-là. Et ça va être intéressant pour nous, pour que notre transition se dirige vers ce point-là. Ensuite, on va cheminer le long de cette arête, refaire un plein ici, et là, fantastique. Donc ça, c'est un autre pilote en transition dans cette zone, c'est Vincent, je ne sais pas s'il est connecté. Et donc voilà, on est arrivé au pic du Céciré. Sur le retour, on voit ce pilote en rouge, là. Tac, 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 il est arrivé sur la pente que je vous disais. Il sera en magnifique thermique. Et probablement à 2926 mètres ici. Et donc à partir de là, le décollage étant ici, le retour est gagné. Décollage de la Chapelle. Félicitations, vous êtes de retour à Luchon. Donc le dernier retour que je vais vous présenter, il est un peu moins utilisé, mais c'est bon de le connaître parce que c'est toujours bien d'avoir une clé à outils, enfin une clé dans la caisse à outils supplémentaire. Donc quand les plafonds sont plus bas. Comme je le disais, quand ça permet de s'appuyer sur des hauts reliefs et d'avoir des transitions plus courtes aussi. C'est vrai que je ne l'avais pas mentionné. Donc c'est le retour qui va passer par ici. Donc on a le pilote, c'est Fred Juvot qui a fait ce retour-là. On voit que depuis le site de Val-Louron, il va suivre la crête. Alors ça, c'est un grand classique jusqu'à l'Estos. Trajet aller, donc forcément, c'est par là où on est venu. Et ici, il a fait un retour par le massif. Tac, tac, tac et tac. Et on a le déco de Super Bannière qui est juste à droite là. Donc, si on détaille un petit peu ce retour-là, depuis le déco de Val-Louron, on a le pic d'Estos qui est ce pic-là, qui est, on l'a connu des volants du secteur. Et donc, toute cette crête-là, elle nous présente des thermiques régulièrement. Donc là, je n'ai pas de secret de zone de botte secrète, mais si on est suffisamment haut, on transite le long de cette arête et on s'arrête dans les thermiques quand on en a, et ça doit faire. Donc voilà, c'est vraiment la crête que l'on voit là sous ma souris qui monte jusqu'au pic d'Estos. Tu as aussi la crête qui remonte à gauche là, qui marche pas mal aussi. Si jamais les gens ils sont plus bas, oui, la crête qui part de la station de Val-Louron là, hop, et qui remonte, et ça remonte aussi très bien là. Effectivement, c'est des bons tremplins qui convergent tous vers le pic d'Estos. Et c'est dans cette zone que, à la fois, on aura le meilleur plafond, le pic d'Estos, et à la fois, on aura la transition la plus courte. On le verra mieux sur la carte suivante. Donc, pour vous situer, on a le cap de Pal qui est ici. Et on a le pic des Pichadères ici. Il va être intéressant pour nous parce qu'il nous présente une belle face ouest. Donc cette belle face ouest, elle va générer un joli thermique. Et donc la brise qui arrive ici, elle aura aussi tendance à nous donner un petit peu de dynamique dans cette zone. Donc ici, la transition entre pic d'Estos et pic de Pichadère, elle est beaucoup plus courte qu'entre Val-Louron et le Cap de Pal, pour vous donner un ordre de grandeur, enfin d'idée, parce que je ne donne pas de valeur, mais elle est beaucoup plus courte en distance. C'est pour ça qu'avec un plafond, une altitude de 2004, on peut s'engager sur ce retour-là. Une fois qu'on a le pic des Pichadères, on aura cette vue-là, si on est très haut. On a le pic du Hourgade qui est juste à côté de nous, et le pic du Céciré qui est là-bas. Le lac d'eau pour les randonneurs.
Donc, toute cette arête-là, elle va générer du thermique. Et donc, le but du jeu, ça va être d'obtenir le plafond max. Donc, minimum 2004. Dans tous les cas, les montagnes sont super hautes, donc vous aurez du mal à faire beaucoup moins. Et à partir d'ici, on va pouvoir rejoindre la zone Pic du Céciré qu'on visait tout à l'heure, mais aussi des faces ouest au-dessus du lac d'eau, et donc qui présentent aussi des belles faces et du thermique. Donc la transition la plus courte, elle sera probablement vers ces faces-là. Si on a voilà, une information objective qui nous dit que ça fonctionne bien au Céciré, on peut aussi directement aller au Céciré. Donc une fois qu'on est arrivé dans cette zone-là, on aura le décollage de la chapelle dans notre planète. Alors, on est de retour à Luchon, on a vu les 3 différents retours, mais quand j'arrive au-dessus de Super-Bannière, parce que j'arrive bien au-dessus, j'ai de la chance, il est encore tôt. Il est 15h, 16h, 17h, même 17h l'été, c'est encore tôt. Donc, j'ai encore du jus, je vais poursuivre mon vol. Donc ça, c'est une théorie. Si on est fatigué, etc., on pose au déco à latéraux où vous voulez. Là, je vous propose une option pour, voilà, j'ai fait mon petit 60 ou 70 km, ce qui est déjà joli, et je vais voir est-ce que j'ai envie de l'agrandir. Donc si je reviens sur la carte de Luchon, on a Luchon-la-Chapelle qui est ici, on a l'aérodrome qui est là, et on voit que sur cette carte, on matérialise des zones d'activité sur cette face ouest. Et donc, on va aller essayer d'exploiter cette face ouest et les thermiques associés. C'est ce qu'on appelle les crêtes de Héran. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est que le pilote, il passait au-dessus du décollage et il rejoint donc les crêtes donc, de Héran. Et on voit que régulièrement, il trouve du thermique et ça lui permet d'agrandir son triangle vers le nord. Et donc, c'est cette option-là que l'on va détailler. Un détail que je ne suis pas sûr que je détaille plus loin, c'est pourquoi ce pilote, sur la fin de son vol, on voit qu'il vient ici, il fait une pointe ici et hop, il va à l'atterrissage. Je ne sais pas si vous savez pourquoi ce drôle de pilote fait ça. En fait, il y a une règle CFD, donc la règle pour boucler un cross, il faut que le point d'atterrissage, enfin, ou un point de passage soit dans un rayon donné par rapport au point de décollage. C'est soit 3 km, soit 5% de la distance totale, il me semble, ou il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, si ce pilote avec la trace rouge, il va à l'atterrissage directement, il est trop loin du décollage et donc ça ne lui comptabilise pas dans son vol, dans les points CFD, ça ne lui comptabilisera pas la fin du vol. Donc à ça, je vais mettre 2 commentaires. Le premier, c'est que voilà, il faut savoir lire ces instruments de vol et les configurer pour avoir cette information-là. Mais surtout, c'est la sécurité qui prime et on fait ceci si on est suffisamment haut pour rejoindre l'atterrissage. Ne vous retrouvez pas bas sur les pentes sous Super-Bannière pour boucler votre parcours. Et vous retrouvez posé en centre-ville parce que la brise de nord est forte. Donc vraiment, il faut se garder une grande marge de sécurité en altitude pour être sûr de revenir à l'atterrissage parce que là, on a une brise de nord forte, en tout cas au moins jusqu'à 17 heures. Donc on va détailler un petit peu l'exploitation de toute cette face ouest qu'on va aller chercher. À quelle altitude on peut y partir? Tout simplement l'altitude du décollage. Parce que c'est un plan de vol que l'on peut faire. Si je décolle à 15h, 16h à la Chapelle, si je décolle et je pars tout droit vers ces zones-là, ça doit fonctionner. Donc, si vous êtes à la hauteur du décollage ou au-dessus, vous pouvez partir sur ce plan de vol. Si vous venez la crête d'Antenac, avec une altitude de 2200 mètres, ça fonctionne normalement très bien aussi. Transition depuis ici pour aller chercher le nord, ou transition directement depuis la crête d'Antenac qu'on a vu précédemment. Donc ça, c'est la vue que vous aurez. Avec la brise qui arrive du nord à l'aérodrome et qui va remonter donc le long de ces pentes. On va avoir des ascendances qui se matérialisent
Alors, on voit souvent les planeurs en appui sur ces zones-là. Je ne vais pas donner plus de détails, à part que voilà, cette forêt-là, on voit une coupe dans la forêt, celle-là, on la voit vraiment en réalité. Si vous êtes au-dessus, en dynamique, normalement, ça refait. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, en décollant de super bannière, en partant tout droit sur cette zone, c'est censé fonctionner. Donc forcément, au-dessus, on aura des beaux thermiques sur toute la ligne de crête jusqu'au Burat. Ici, on va en profiter pour identifier des zones de danger que l'on ne souhaite pas fréquenter. La première, c'est Casaril. Donc c'est la zone, la face sud ici, qui, une fois la journée avançant et la brise se mettant en place, ça devient vraiment une zone Bagdad. C'est très très chimique. Et en bas, c'est pas accueillant non plus parce qu'il y a une centrale électrique et des arbres. Donc le choix est pas ouf. Donc c'est une zone qu'on va éviter euh, tout au long de la journée et d'autant plus pendant la période thermique. On a une autre zone qui est là, c'est la même chose, c'est une face sud au niveau du col du Portillon. Elle va être complètement sous le vent de la brise, donc on va l'éviter absolument. Et enfin, on a la face sud du Mont Majou. Donc c'est une face sud qu'on fréquente en janvier-février quand il y a de la neige, parce qu'il y a des petits thermiques gentils, c'est les petites zones qui chauffent. Mais tout le reste de l'année, c'est une zone où voilà, il ne faut pas s'y aventurer si on est bas, tout du moins. Voilà, c'est vraiment avoir ce schéma-là. Les faces sud, on va éviter de les fréquenter. Donc, une autre vue aérienne, on a la brise qui arrive d'ici. On a donc la brise qui remonte le long de ces pentes, qui génère pas mal de thermiques. La zone interdite ici, la deuxième zone ici et la troisième zone ici. C'est juste un autre point de vue. Donc ici, la transition, le but du jeu, c'est d'aller chercher un point le plus au nord possible pour agrandir notre triangle. Et il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes au-dessus, enfin, le long de ces pentes, et à gauche de ces pentes, si vous êtes à droite, vous êtes en Espagne, ça peut se compliquer pour la récup, je vous le dis. Donc restez à gauche de l'arête, mais à tout moment, si vous descendez ou si vous avez envie de finir le vol, vous êtes en finesse de l'atterrissage. À tout moment, à partir du moment où vous êtes dans ce secteur-là. C'est ce qui est intéressant pour la fin de vol. Donc le but, c'est d'allonger en fonction des thermiques que je trouve vers le nord. Et à partir du moment où je l'ai décidé ou si je trouve plus d'ascendance, je reviens. Je suis plus ou moins poussé par la brise. Enfin, plus je suis bas, plus je suis poussé. Et donc je rejoins normalement l'atterrissage en finesse. Donc tac, je vais vers le nord. Chercher. Donc le pic de Burat, c'est le pic qui est ici. Il matérialise un petit peu le bout de cette chaîne de montagne. Et à partir de là, je reviens normalement facilement à l'atterrissage. Bon, en restant vigilant, puisque on a de la brise, donc forcément il y aura aussi des turbulences, etc. Mais c'est bon à savoir. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a rajouté quelques kilomètres entre guillemets faciles, parce que c'est vraiment une face qui donne, où il n'y a pas de secret, et où on est en finesse de l'atterrissage, donc le risque est très peu important. Avant de conclure, je vais vous présenter quelques éléments que c'est Seb qui m'a fait découvrir ce fantastique site. Donc, tous ces liens, je peux les faire passer parce que j'ai un document qui récapitule tous les liens. C'est le site donc Thermal KK7, où vous voyez les zones qui sont fréquemment thermiques, basées sur l'analyse des centaines de traces qui sont postées CFED, XEC Contest ou d'autres sites. Et donc, en fait, ça permet de visualiser, quand on connaît une zone ou même quand on ne la connaît pas, pour préparer un vol, on peut visualiser les zones qui sont propices. Donc vous aurez compris que plus c'est rouge, plus il y a de zones thermiques connues. Et là où c'est bleu, c'est que ça fonctionne aussi. Ce qu'il faut noter, c'est que forcément, là où il y a le plus de monde qui vole, il y a aussi plus de thermiques identifiés par ce site. Donc les décollages de Super Bannière, le décollage de Val-Louron ici, forcément, le décollage de Val-Louron, c'est un endroit qui est archi rouge, pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait du thermique là-bas. Voilà. Mais néanmoins, c'est bien d'avoir les idées posées. Sur ce même site, on peut faire apparaître des petits points, des petits spots. Et ces spots-là, on peut les injecter dans XC-Track. Ça, c'est assez fantastique. C'est Seb qui m'a montré ça. Il y a des tutos.
Et donc, on peut les visualiser en vol sur le XC Track. Donc, visualiser le point du thermique et la probabilité en pourcent de trouver un thermique. Alors, il ne faut pas pousser les analyses mathématiques trop loin, il faut rester pilote quand même de parapente. Mais dans un coin qu'on ne connaît pas trop, c'est intéressant de savoir si ça a des chances de marcher ou beaucoup moins. Ça permet d'avoir les pompes à couillons. Exactement. Alors, ça marche bien dans le massif, par contre, ça, c'est pas du tout utilisable en plaine, si on parle de la plaine. Voilà. Et encore une fois, s'il y a une zone où il n'y a pas de thermique identifié, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de thermique, ça veut dire qu'il y a peu de monde qui y vole. Et donc, sur le parcours que je vais vous présenter, enfin que je vous ai présenté, on voit qu'il y a du thermique parce que il y a beaucoup de monde qui y passe. Et dans la Barousse ou côté espagnol, les zones un peu plus désertiques et engagées, qui fonctionnent très bien en thermique, mais vu qu'il y a moins de monde qui s'y aventure. Voilà, voilà. Je conclus par le petit bonus, c'est le thermique du Lidl, le Lidl qui est à côté de l'aérodrome de Luchon. Mais bon, la dernière fois que je suis allé, il n'a pas super marché. Dernier point, les principaux thermiques, c'est le même site et on fait afficher les routes des crosses. Alors, vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors là, il faut se remettre en situation. On a le site de Super Bannière qui est là et vous devinerez que le cross qu'on a vu aujourd'hui, il utilise cette route-là, donc jusqu'au Céciré qui est là, du Céciré à la crête des Six Pics. On voit qu'il y a plusieurs moyens de transiter, soit directement ici, soit on voit un petit peu les deux autres passages. Et on voit donc la grande rencontre des esprits savants, c'est le site de Val-d'Oron. Cette fameuse crête donc du nord au sud qui fonctionne. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer un site. Voilà, c'est intéressant à connaître et des fois d'y jeter un œil pour savoir ce qui fonctionne moins. Et donc voilà, ça c'est la route que l'on a présentée aujourd'hui. Et ici, c'est voilà, entre le Cap de Pal et le pic du Lion, je vous disais que ça fonctionne bien, c'est vérifié sur ces traces-là. Les différentes traces que j'ai analysées moi, alors il y en a des centaines d'autres, mais je vous donnerai les liens si vous voulez les consulter en détail. Il y a un Evry qui est fait aussi avec le Fred Juvot qui montre en 3D, qui vous permet de tourner la caméra, etc. C'est super intéressant. La superposition des traces, donc parce que pour faire ces photos, j'ai fait des petites superpositions de traces et vous y aurez accès en cliquant sur ces liens-là. Et donc, c'est a priori la fin de la présentation. Maintenant, c'est à vous de me dire est-ce que vous avez des questions, comment on peut y répondre de la meilleure des manières. N'hésitez pas à me dire. Tu les as perdus en fait. Peut-être qu'on est que tous les deux. Non, il y a du monde de connecté, il n'y a pas de souci. Non, très, très, très intéressant. Merci, Ouais. Merci Thibaut. Ouais, salut, c'est Thomas. Merci Thibaut. C'était vraiment super, super intuitif et instructif. Comme j'en veux toujours plus, est-ce que tu peux nous filer 2-3 conseils pour agrandir le triangle vers le pic du Midi et vers le Gard de l'autre côté? Yes. Alors, clac, clac. Géoportail. T'aurais fait Géoportail, toi? Bon, J'allais oui, mettre, mettre thermique KK7. Ah oui, aussi, oui, tout à fait. Tu verras les routes, tu verras les Skyways, oui. Ouais, je me rappelle même plus si je l'ai en favori ou pas. Bon, si je voilà, je l'ai consulté il n'y a pas si longtemps. Alors, est-ce qu'il va nous mettre à Luchon possible? Magnifique, on est à la maison. Donc, tu me disais, Thomas, voilà, le secteur Pic du Gard, Cagir? C'est ça? Enfin, depuis Luchon. Ouais, pic du Gard après le Burat et de l'autre côté, pic du Midi, Yes. Arbizon. Ok. Donc, à partir de là, je vais laisser rester les gens qui sont intéressés par la suite, mais n'hésitez, enfin, si vous voulez quitter la conversation, libre à vous, hein. Donc, on va continuer avec ceux qui veulent aller plus loin. Du coup, pour vous situer, Luchon Super Bannière ici, les crêtes face ouest qui fonctionnent bien ici, et le Burat qui est vraiment un point caractéristique qui est dans cette zone-là, et qui est un point délicat à gérer en cross, effectivement. L'objectif de beaucoup de monde, c'est de rejoindre
C'est vrai qu'on voit pas, peut-être, si je fais ça, c'est mieux ou pas? Oh, c'est encore pire. Ouais, on voit pas super bien, mais donc on a le pic du Gard qui est là, le pic du Cagir qui est là, et le but des parapentistes pyrénéens, c'est de rebasculer secteur nord du pic du Gard Cagir, et c'est ce qui nous ouvre les portes du bocal d'Arbas qui est là. Et donc il y a quelques routes possibles. Alors là, forcément, quand les plafonds sont très hauts et qu'on peut passer directement tout droit par le col de Cobb ici, ben, on va pas rentrer beaucoup dans le détail. C'est de Active les Skyways, tu auras peut-être des traces qui vont apparaître. alors Skyways. Il y a quelques passages, effectivement. Donc on voit que jusqu'au Burat, ici, il y a beaucoup de monde qui y vient. D'accord? Et ce qu'on voit, c'est que ben, dans la suite qui continue au nord, il y en a beaucoup moins. Parce que beaucoup de monde font demi-tour ici et reviennent vers l'atterrissage. Maintenant, si on est ambitieux, il y a une route, bon, enfin, au-delà de la route en direct, parce qu'il y a 3005 de plaf, forcément, on ne va pas la détailler, il y a une route qui passe par le Mourtis, que j'ai jamais emprunté moi-même, mais qu'on devine bien ici. Et on a le Tuc de Pan qui doit être... ouais, c'est lui, en fait, le Tuc de Pan. Ici, le col de Menté et les faces de l'escalette. Donc, le but, c'est d'aller raccrocher le Tuc de Pan, franchir ici jusqu'à l'escalette. Et de l'escalette, si on arrive à faire un plafond suffisant, on peut basculer au-dessus de la crête. Il va falloir se méfier dans cette zone-là. Tout le secteur, en fait, qui n'est pas bleu, c'est parce que c'est une zone qui est potentiellement sous le vent de la crête Pic du Gard, col de Cobb, Cagir. Donc, il faut essayer de rester haut ou de pas trop, de pas fréquenter les zones sous le vent. Donc, rester dans ces zones-là qui sont encore au vent pour prendre de l'altitude. On a le Mount de Boots ici. Donc voilà, une des routes, c'est d'aller raccrocher Tuc de Pan, Escalette et franchir le Cagir. Je ne l'ai jamais fait. L'autre route, c'est d'aller chercher, donc en suivant la ligne de crête ici, donc là il y a le Pujol de Géry, mais normalement on est un peu plus haut que ça, on va chercher le Mount, et en prenant un gaz suffisant au Mount, on peut sauter le col de Cobb. Et là c'est... Alors, c'est délicat parce que à 10 mètres près, on peut passer ou être vraiment contré par un échange pleine montagne qui est canalisé dans ce col. Et dans ce cas-là, on fait demi-tour et on se fait écraser et c'est très difficile de remonter, etc. Donc, si on fait un plafond suffisant au mount, ça se tente, sinon c'est délicat. Et la dernière route, parce que, enfin, et la seule que moi j'ai empruntée, mais qui n'est pas fréquente, c'est avec un plafond au Moon de Boots, c'est de en fait, contourner le pic du Gard ici, enfin, proche du sommet, et de passer le col des Arts. Ça évite en fait de se retrouver pile face au col de Cobb qui canalise vraiment la brise en nord. Et donc on arrive, voilà, à 10 mètres on passe et on se fait satelliser de l'autre côté, ou on passe pas et on passe dans la machine à laver. Si on fait le tour du pic du Gard, c'est beaucoup plus long, il faut une aile un peu perf. Mais c'est une option qui est envisageable. C'est vraiment, enfin, ça dépendra de la hauteur des plafonds, puisqu'on voit clairement que Moon de Boots, Escalette, ça reste pas l'autoroute, mais la route fréquente. Alors voilà, après, c'est vraiment au-delà du Burat, je dirais bravo à toutes les personnes qui franchissent le Cagir. C'est vraiment d'un autre niveau par rapport au cross qu'on vient d'effectuer là. Mais ouais, 3000 au Burat, en dessous, c'est réservé à Kevin Bonenfant et cette trempe. C'est son jardin, ça, Kevin. Exactement. Maintenant, si on va voir de l'autre côté, donc on a le site de Val-Louron ici. C'est marrant parce qu'on voit bien la crête des Granges dont je vous parlais, et l'Arbizon qui est là. Donc de l'Arbizon, on peut voir qu'il y a une partie des crosses qui se fait bien d'aller jusqu'au col d'Aspin, puisqu'on a une crête là qui se prolonge. Du coup, ça se fait bien. Mais l'objectif aussi du parapentiste, c'est d'aller au pic du Midi. Alors, que je fasse pas de fève, le pic du Midi. Où c'est qu'on est là?
Je suis perdu. Il faut retrouver le col du Tourmalet, quoi. Ben là, je suis allé beaucoup trop loin. Donc, on va être dans ce secteur. Oui, tu l'avais là, oui, c'est ça. C'est à côté du. Ça, c'est le lac. Ça, c'est le Voilà. lac bleu, là. On est là, ouais. C'est ça. Désolé, hein, je me resitue, il n'y a pas le nom de village. Donc, on est ici, au pic du Midi. Donc, pour y aller, ben, on le voit ici. Donc, quand on est à l'Arbizon, je répète une fois, la face sud de l'Arbizon interdit. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour rejoindre le pic du Midi, il y a deux passages. Soit Arbizon et toutes les faces nord, tic-tac, touc-tac, touc. C'est assez, enfin, au niveau du relief, voilà, c'est caractéristique. On va s'appuyer sur ces reliefs-là. Et normalement, le gros plafond qu'on doit faire à l'Arbizon, il doit nous permettre de nous appuyer déjà sur en fait, les pentes du pic du Midi. Même si on arrive en dessous, on doit rejoindre ce secteur-là. L'autre moyen, c'est de la crête des Granges. Si on poursuit la crête des Granges, sans passer donc, par la zone sud du pic de l'Arbizon, eh bien, on va avoir une route qui est là, qui est un peu plus engagée parce que vous verrez qu'il n'y a pas trop de route là, hein, dans le secteur. On fera attention aussi sur notre gauche, là, il y a le parc interdit, le parc national des Pyrénées. Je ne saurais pas vous donner les bornes exactes là, mais il y a une zone qui est interdite au survol ici, ou en tout cas à moins de 1000 mètres sol. Mais voilà, il y a cette arête là qui offre un petit passage et on voit que les Skyway, voilà, c'est ici. Crête des Granges, on poursuit, on passe par ici. Et enfin, suivant l'heure et plein d'autres raisons. Voilà. Et donc là, on voit que là, ça doit être le parc national des Pyrénées puisque c'est très peu volé. Faut Et pas donc, aller, oui, là, t'as le lac de Loul, là, bah, que t'avais en ça va espèce être lui de. là. Oui, c'est celui-là. Il faut pas aller à l'ouest Ouais, du lac, là. voilà. Donc, on va dire que les gens qui sont allés ici, c'était soit très vieux comme trace, soit très haut, soit ils ont demandé une autorisation particulière. Et effectivement, une fois qu'on est au pic du Midi, ben, je ne saurais pas vous donner de secret parce que j'y suis passé que 2 fois et je suis arrivé au-dessus du sommet, donc la recherche thermique a été assez simple. Mais voilà, on voit que toutes les arêtes finalement sont sollicitées. Et en fonction de l'heure, on va aller chercher soit cette face sud-est ici, soit si c'est un peu plus avancé et qu'il y a la brise de nord, on va pas se mettre sur les faces sud, mais on va aller exploiter les faces nord qui sont là. Si on est un peu bas, là, il y a un décollage par ici et ça vole. Donc, si ça vole là, le fait d'avoir des parapentes, ça va beaucoup nous aider pour matérialiser les zones de sortie. Je suis désolé, je ne vais pas donner beaucoup d'infos là pour toi, Thomas. Mais il y a ce il faut savoir, c'est qu'il y a deux vraies grandes routes. Moi, la seule que j'ai fréquentée, c'est Arbizon. Et on fait toutes les faces nord en prenant les thermiques intermédiaires. Et ceux qui sont un peu plus couillus, ils passent dans le no man's land, là, sans route et sans poser. Mais ça se fait plutôt quand les plafonds le permettent, on va dire. Après, on pourrait redire ce que tu as dit déjà dans ta présentation, sortir du bocal, c'est que pour aller étendre comme ça, il vaut mieux partir en groupe ou dans des conditions où il y a du monde, et ça matérialise un peu les itinéraires et la masse d'air, quoi. Exact. C'est sûr qu'ensemble, dans des zones comme ça, Jean-Paul dirait le groupe est toujours meilleur et plus fort. le groupe est toujours meilleur et c'est très vérifié. Pour faire pas mal de compètes, les mecs qui font des échappées, enfin, soit ils sont très bons, mais il y a que les très bons qui arrivent au bout d'une manche devant quand ils ont attaqué devant le groupe, quoi. Ok, je ne sais pas s'il a répondu à la question ou s'il y en a d'autres, tout simplement. Je pense que Thomas nous a remercié parce qu'il est arrivé en Espagne et que ça allait couper, donc peut-être qu'on l'a perdu déjà. Ah, Mais il regardera le replay, il n'y a pas de souci. oui. Donc, parmi les présents, il y en a que je connais pas d'ailleurs, c'est rigolo. N'hésitez pas s'il y a des questions, sinon on va se rapprocher de la clôture.
sont partis à l'apéro déjà. Ben, je crois que moi, c'est ce que je vais faire aussi. Hein.